Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, ça me fait super plaisir d'être de retour après des mois d'absence, et oui, encore un pas, c'est reparti pour une nouvelle année, où je réponds à vos questions, où je vous aide avec des pistes de réflexion pour trouver la paix dans votre relation à la nourriture et au corps. Voilà, ça me fait super plaisir d'être là. J'espère que vous aussi, calez-vous bien confortablement parce qu'on va aborder un sujet qui, je pense, va forcément vous intéresser. La question qu'on me pose le plus souvent depuis des années que je suis spécialisée dans les compulsions et l'hyperphagie, c'est pourquoi je pense tout le temps à la nourriture, comment arrêter de penser tout le temps à la nourriture. Et donc voilà, j'avais hâte d'en faire un épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, en fait, derrière cette question, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une intention de potentiellement de chercher à résister à la nourriture, à vous distraire de ces pensées envers la nourriture. Alors qu'il faut bien comprendre déjà que quand on pense tout le temps à la nourriture, ces pensées obsessionnelles, ou on peut dire aussi cette charge mentale alimentaire, c'est le symptôme d'un problème plus profond. Et chercher à résoudre ça par des techniques pour arrêter de penser à la nourriture ou pour vous distraire de ce besoin, qui est quand même un besoin physiologique et émotionnel de base, ça va pas forcément vous aider sur grand chose. Donc le but de cet épisode, ça va être d'explorer les raisons de cette obsession, de pourquoi c'est tout le temps dans vos pensées la nourriture, et de vous donner des pistes, bien sûr, pour vous en libérer de cette obsession. Parce que c'est pas normal que ça occupe à ce point votre tête. Évidemment, c'est normal de penser à l'organisation des repas, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'être gourmand aussi, voilà, de penser à tiens, qu'est-ce que je vais manger au restaurant parce que j'ai trop hâte d'être au restaurant ce soir, ou ce genre de choses, évidemment. Par contre, si vous pensez constamment à la nourriture et que c'est une source de stress pour vous, là, effectivement, il est peut-être temps de creuser ça. Une des raisons qui explique cette obsession, et c'est la première qui me vient en tête parce que pour moi c'est la plus fréquente et la plus évidente, mais c'est pas forcément la plus évidente pour vous d'ailleurs, parce que parfois vous pouvez ne pas vous en rendre compte, c'est que vous êtes potentiellement en restriction calorique, donc peut-être en déficit calorique volontaire ou involontaire. Peut-être que vous vous en rendez compte, que vous mangez pas suffisamment, et peut-être que vous ne vous en rendez aussi pas compte. C'est le cas de plusieurs clientes que j'accompagne, avec qui on fait un point sur les apports et qui potentiellement aussi vont aller voir un diététicien ou une diététicienne pour ça, en plus de l'accompagnement, parce que en fait, on se rend compte que clairement il n'y a pas assez à manger, mais elles sont perdues, elles ne savent pas comment manger en fait. Et donc du coup, là vous êtes en train de vous dire, attends, mais du coup, ça veut dire que je devrais manger plus? Eh ben peut-être que oui, parce que ce qui se passe quand vous mangez pas assez, c'est que vous avez faim, et parfois vous vous habituez carrément à avoir faim. Et en fait, cette faim, vous pouvez la ressentir différemment. Vous n'allez pas forcément ressentir du coup de la faim physique, ça c'est propre encore à chacun, mais vous allez ressentir dans votre tête, vous allez avoir beaucoup plus de pensées pour la nourriture. Et ça, c'est une façon pour votre corps de vous dire il faut manger plus. T'as pas eu assez. Voilà, c'est une façon pour le corps de rattraper ce qu'il a pas eu. Une deuxième raison qui explique cette obsession, une deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive. La restriction cognitive, ça va être de mettre en place beaucoup de règles alimentaires dans le but de contrôler votre poids, ou votre alimentation, votre santé, etc. Et donc, la restriction cognitive, ça va pas forcément se ressentir dans votre façon de manger, vos choix alimentaires, parce que c'est des pensées qui peuvent être là, mais vous n'êtes pas forcé d'y adhérer. Mais en gros, ça va être un fort contrôle alimentaire dans votre tête. Ça va être de vous dire, ces aliments-là, ils sont interdits, et si je les mange, je suis nulle, et de culpabiliser à fond. Ça va être d'avoir plein de règles alimentaires, comme il faut pas se resservir trop, faut pas manger dans des grandes assiettes, faut pas manger après telle heure ou avant telle heure, etc. etc. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir tellement de règles, si vous voulez, même un surplus d'informations diététiques et nutritionnelles, et un contrôle tellement important de votre alimentation dans votre tête que ça va tout le temps mouliner. Vous allez y penser constamment. Et c'est ça qui va créer en fait de la charge mentale alimentaire dans ce cas-là. Parce que dans ce cas-là, l'alimentation n'est pas du tout intuitive, elle est régie par tout un tas de règles extérieures,
et elle n'est pas du tout régie par vos signaux internes, c'est-à-dire vos sensations corporelles, vos émotions, vos besoins du moment. L'alimentation, elle dépend de tout un tas de règles, mais du coup c'est extrêmement difficile à maintenir si vous voulez, parce que c'est pas naturel. On n'est pas fait pour fonctionner comme ça. On est fait pour fonctionner en symbiose avec le corps et le mental. Mais pas que le mental. C'est pas possible que le mental soit tout seul à gérer la nourriture. Et du coup, forcément, vous allez y penser tout le temps. En plus de ça, quand vous vous interdisez des aliments, ça va vous amener à y penser encore plus. C'est un peu le principe de l'éléphant rose. Ne pense pas à un éléphant rose, bah tu vas y penser. Donc du coup, plus vous allez interdire des aliments, plus ça va être l'objet d'une obsession dans votre tête. Et voilà. Donc ça, c'est une autre explication, et c'est quelque chose que je vois aussi très souvent. Et du coup, je vous donnerai un petit peu après des pistes pour en sortir, évidemment, de ce cercle vicieux-là. Une troisième explication, une troisième possibilité, notamment si vous ne vous reconnaissez pas dans les deux cas précédents, donc la restriction et la restriction cognitive, eh ben c'est que pour vous, la nourriture, c'est votre seule source de plaisir au quotidien. Pour vous, vos repas, c'est la seule source de décompression. C'est votre seul moment de pause de la journée. C'est le seul moment où vous pouvez vous relâcher, profiter, avoir un peu de plaisir, un peu de joie. Peut-être que vous vous reconnaissez un peu plus dans ce cas-là. Ça peut s'expliquer parce que vous avez un quotidien où vous êtes très stressé, sous pression, tout le temps speed, vous n'avez pas de temps pour vous, ou parce que en fait vous n'avez pas d'activité aussi de loisirs en fait que vous faites pour vous. Peut-être que vous en aviez par le passé et que vous avez été happé par les événements de la vie, par un nouveau rythme de travail, etc. ou une nouvelle dynamique familiale et que du coup vous n'avez pas pu instaurer des activités de décompression, de détente pour vous. Alors je parle pas que de se reposer ou faire des choses genre relaxantes, ça peut être aussi des activités qui vous permettent de vous évader, de vous défouler, voire de vous stimuler. Mais voilà, des choses autres que l'alimentation. Et finalement, voilà, du coup quand vous n'avez pas de temps pour vous, mais il suffit pas d'énormément de temps si vous voulez, c'est juste quand vous ne faites pas de choses pour vous, quand vous n'avez pas de source de plaisir en dehors de la nourriture, forcément vous allez vous allez vous faire des sacrés repas et potentiellement avoir des compulsions alimentaires, parce que vous allez rechercher en fait ce plaisir-là, qui n'est jamais autrement que par la nourriture, et en plus de ça, vous allez penser constamment à la nourriture parce que c'est votre shot de dopamine, quoi, c'est votre source de plaisir unique. Donc, et comme nous sommes des êtres humains en recherche de plaisir et de satisfaction, ça c'est normal, bah forcément ça va être l'objet d'une obsession. Et ça, pareil, je vous donnerai des petites pistes par rapport à ça. Une dernière possibilité que je voulais évoquer par rapport à l'obsession alimentaire, quand la nourriture est constamment dans votre tête, c'est aussi peut-être parce que la nourriture, c'est votre seule réponse face aux émotions, face aux situations du quotidien. C'est peut-être potentiellement votre seule réponse face à des conflits, face à du stress, face à une contrariété, une émotion difficile à gérer. Et en fait, c'est devenu potentiellement votre réponse automatique parce que vous n'avez pas appris autre chose en fait pour accueillir vos émotions et les laisser circuler en fait, les gérer. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas à gérer ou contrôler vos émotions, c'est surtout les laisser être là, les comprendre le besoin qu'il y a derrière. Mais tout ça pour vous, c'est complètement abstrait. Et vous, en fait, peut-être que vous fonctionnez comme ça, il vous faut de la nourriture automatiquement. C'est genre, il se passe un truc, vous vous sentez pas bien, ça va être la nourriture et c'est comme ça. La nourriture va être soit un réconfort, soit elle peut être aussi une anesthésie et vous aider à complètement penser à autre chose, à vous soustraire de cette réalité trop pesante. Et du coup, dans ce cas-là, vous allez culpabiliser après. Vous allez vous dire, oh là là, ouais, mais j'aurais pas dû manger ça parce que c'est pas bien, parce que je vais prendre du poids, parce que pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je suis comme ça, tout le temps besoin d'un truc dans ma bouche pour me sentir mieux, etc. Et du coup, ça va vous mettre dans une mentalité négative avec la nourriture et votre corps. Donc ça va être l'objet de vos pensées de manière assez fréquente. Et du coup, ça, c'est une piste vraiment à pas négliger. Après, vous noterez que j'ai pas cité cette piste-là en premier, je l'ai citée en dernier. Pourquoi ? Parce que je vois souvent des personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Moi, j'ai un travail à faire avec mes émotions, je ne sais pas gérer mes émotions, je mange n'importe quoi, c'est pas bien, etc. » Et souvent, on a tendance à blâmer les émotions par rapport aux compulsions alimentaires, alors qu'en fait, dans la majorité des cas, quand on y regarde de plus près,
bah il n'y avait pas assez d'apport calorique sur la journée et donc de toute façon c'était pas possible d'être rationnel, notamment le soir avec la nourriture. Et je tiens à vous dire ça parce que j'ai l'impression que voilà, beaucoup de personnes se flagellent en se disant c'est ma faute, faut que je travaille sur moi, sur mes émotions, faut que je fasse un travail en profondeur, psychologique et tout ça. Alors que vraiment, je vous dis, dans la majorité des cas, il y a déjà un travail physiologique à faire. Parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'elles n'ont pas assez d'apport. Après, peut-être qu'il y a quand même un travail émotionnel à faire, mais ça doit venir après. Tant que vous n'avez pas assez d'apport, en fait, vous n'allez pas pouvoir être apte à, comment dire, à diffuser ce travail dans votre quotidien, à accueillir vos émotions, à les gérer, etc. Tant qu'en fait vous avez un besoin physiologique qui s'exprime. Bah, le besoin physiologique il va passer en premier. Et vous n'allez pas être assez rationnel pour observer vos émotions, prendre le temps de comprendre de quoi vous avez besoin, pourquoi vous ressentez de la colère ou de la tristesse dans telle ou telle situation. Tout ça c'est compliqué à faire quand vous avez faim. Donc déjà, il faut répondre aux besoins physiologiques de base, en gros, avant d'aller faire un travail en profondeur, psychologique et tout ça. Du coup, j'en viens à la partie conseil. Évidemment, je vais vous donner des pistes, même si j'ai commencé à vous spoiler là carrément. Mais évidemment, la première piste que je vous donne, c'est de manger suffisamment. Je le répéterai jamais assez. Et ça paraît tellement paradoxal par rapport aux compulsions alimentaires, où on a des pics de surconsommation de nourriture. Mais je vous le dis, dans la majorité des cas, ça vient d'une restriction. Et du coup, l'idée, c'est de faire le point sur, d'être honnête avec vous, si vous voulez, et de vous poser vraiment la question, est-ce que je mange suffisamment? Est-ce que mes repas, mon rythme de repas est optimal? Est-ce que je répartis bien mes apports sur la journée? Et puis même de vous interroger, est-ce que vous avez assez de féculents, de protéines, etc. Et souvent, quand on commence à se poser ces questions, à répondre de manière honnête, parfois on peut constater certaines choses. Le mieux étant évidemment de faire un point avec un diététicien ou une diététicienne. C'est souvent ce que je recommande à mes clientes et clients en début de parcours quand je constate qu'il y a restriction. C'est très 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 important. Le deuxième conseil que je voulais vous donner par rapport à la restriction cognitive, par rapport au fait que vous avez potentiellement beaucoup d'informations diététiques et nutritionnelles dans votre tête, beaucoup de règles, d'interdits, etc. Ce que je veux vous dire, c'est pourquoi votre alimentation devrait être un enjeu aussi important? Pourquoi vos choix alimentaires sont un tel enjeu en fait? Comment ça se fait? Parce que vous jouez pas votre vie. C'est pas normal que quelque chose qui est simple et intuitif et un besoin basique soit devenu aussi compliqué. Et je pense qu'il faut vraiment se détacher de cette croyance qu'il y a des choix alimentaires qui sont mieux que d'autres. Dans le sens, je parle de valeur morale, vraiment. Évidemment qu'il y a des choix qui sont mieux pour votre santé. Évidemment qu'il y a des choix qui seront mieux pour l'éthique, pour l'environnement, pour les animaux, pour je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, autorisez-vous aussi à choisir en fonction de vous, de vos besoins, de votre corps. Vous avez le droit de prendre ça en compte. C'est un paramètre important. Et je pense que dans votre cas, si vous êtes concerné par la restriction cognitive, eh bien vous avez peut-être un peu oublié ou mis de côté vos sensations corporelles parce que on vous a jamais appris à leur faire confiance ou alors vous avez perdu petit à petit cette confiance parce que on est dans un système quand même qui prône les régimes amincissants et la minceur à tout prix et comme je le disais très justement dans un de mes récents posts, parce que cette phrase m'a beaucoup marqué, on ne nous a pas appris à manger, on nous a appris à être au régime. Et ça, c'est très vrai. Vous avez été nombreuses et nombreux à réagir à ce post parce que c'est c'est tout un système là à déconstruire dans lequel on a été élevé et qui nous apprend qu'en fait, faut pas faire confiance à nos corps et qu'il faut tout mentaliser avec l'alimentation et on ne sait même plus en fait comment manger à notre faim. Donc je vous dirais voilà de lâcher un peu le mental et de revenir à votre corps. Et je sais que c'est pas une chose facile, hein, que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi, c'est possible et ça vaut le coup. Mon troisième conseil pour vous, si la nourriture est la seule source de plaisir de votre quotidien, eh bien ça va être de faire le point sur vos activités, sur votre rythme au quotidien, sur votre équilibre dans tous les domaines. Ne zappez aucun domaine. Ça va être le pro, mais aussi la famille, les amis, les loisirs, le self-care, etc., etc. Vraiment aller dans chaque domaine
et posez-vous des questions. Encore une fois, soyez honnête envers vous-même. Si vous vous répondez pas honnêtement, ça sert à rien, vous n'avancerez pas. Mais soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez assez de temps pour vous, pour faire des choses que vous aimez? Et qu'est-ce que vous aimez réellement faire? C'est-à-dire qu'est-ce qui vous apporte de la joie au quotidien, sans vous juger en fait, sans chercher à interpréter vos réponses. Ça peut être des petites choses toutes bêtes, toutes simples, ou qui vous paraissent bizarres, où vous êtes mal à l'aise, où vous vous dites « Oh mais c'est pas normal d'aimer ça ». Mais on s'en fiche en fait. Si vous, ça vous permet de vous sentir bien, c'est l'essentiel. Donc trouvez vos sources d'évasion, de stimulation, de joie au quotidien. C'est un peu ça la vie quand même, de base. Et bien sûr que la nourriture peut être une source de joie, il n'y a aucun souci. Incluez-la dans vos options, mais peut-être élargissez votre panel d'options. Autorisez-vous à vivre d'autres moments de joie que le repas. Et je suis pas en train de vous dire de changer de vie et de partir déménager à Hawaï, quitter votre job pour devenir entrepreneur à Bali, enfin, c'est pas du tout ça, hein, parce que il s'agit de petites choses au quotidien, même si vous aimez pas votre travail, vous n'êtes pas obligé pour vous sentir mieux de changer de taf, c'est pas à la portée de tout le monde. Même si ça se passe très très mal avec votre partenaire ou votre famille, on n'a pas toujours la possibilité en fait de se barrer et puis de changer d'environnement. Donc j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous pouvez plutôt changer, ajouter à votre quotidien pour vous sentir un peu mieux, même si de base la situation n'est pas facile. En sachant que vous ne pouvez pas forcément changer de situation ou sortir de cette situation, en tout cas pas dans l'immédiat. Voilà, je voulais apporter cette nuance-là parce que je trouve que c'est important de pas non plus en faire une injonction de mais oui, tu peux le faire, tu peux changer ta vie. Et non, en fait, des fois, la vie, c'est pas facile et on peut pas tout changer, mais il y a des petites choses quand même qu'on peut rajouter. Voilà, des petits trucs au quotidien, des petites touches qui vont faire que vous allez quand même vous sentir un peu mieux. Et mon dernier conseil, le 4e conseil de cet épisode, par rapport au fait que la nourriture est potentiellement un doudou automatique face aux émotions. Alors il y aurait beaucoup de choses à se dire, hein. C'est clairement, je pense que ça a déjà été l'objet d'un épisode de ce podcast et ça pourrait être encore l'objet d'autres épisodes. Mais déjà, la première piste que je peux vous donner, la base fondamentale par rapport à ça, c'est que accueillir ces émotions, c'est pas forcément agréable. Et on n'est pas censé tout le temps être dans un état d'esprit positif et bienveillant, etc. Gardez ça en tête, que oui, c'est chiant, il y a des ressentis, c'est chiant, c'est pas agréable, ça nous procure pas de plaisir, et voilà, il y a des émotions désagréables, et en fait, il s'agit de faire face, de les laisser être là, d'expérimenter comment vous vous sentez quand vous êtes dans cet inconfort et qu'il n'y a pas tout de suite la nourriture pour vous apaiser ou pour vous anesthésier. Et ouais, et ouais, en fait, c'est relou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Prenez le temps d'accueillir ce qui est, et même si c'est pas cool, et même si c'est négatif, désagréable, ça fait partie de la vie. Et quand il y a une émotion qui est agréable, qui vous procure du bien-être, prenez le temps aussi de l'accueillir, hein, il n'y a pas que le désagréable. Voilà, prenez le temps d'accueillir tout ce qui vient. Si c'est trop compliqué quand il y a des choses désagréables, vous pouvez repenser à un souvenir agréable, ça peut vous aider. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous dire, il faut pas s'imaginer que la gestion des émotions, c'est ne plus jamais ressentir d'émotions désagréables, ne plus jamais pleurer, ne plus jamais se mettre en colère. C'est accepter que ça s'exprime, que c'est comme ça, et que le ressenti, il est là, et qu'il exprime votre personnalité et vos besoins, et que vous êtes un être humain. Et donc, laissez les émotions sortir, laissez-les exister telles qu'elles sont, sans chercher à les juger, à les interpréter, à dire « Ah mais c'est pas bien, je devrais pas ressentir ça » ou « Je suis bizarre », etc. Non, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes normal. Et il n'y a pas de souci, vous êtes vous-même en fait. Vous êtes ni trop ni pas assez, vous êtes juste ce qu'il faut. Après, évidemment, il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais bon, s'il y a des choses très complexes, des traumas dans votre vie, des blessures profondes, etc., faut pas hésiter à vous tourner vers un psychologue ou une psychologue, notamment spécialisée dans les troubles alimentaires, ça va grandement vous aider. Ils ou elles sont là pour ça. Et puis bien sûr, moi en accompagnement, je peux aussi aborder le thème de la gestion des émotions, puisque ça passe beaucoup par le corps, notamment le mouvement du corps.
Il y a plein de petites pratiques en mouvement qu'on peut faire pour vous aider. Parce que faut laisser circuler les émotions et donc elles passent beaucoup par le corps. Voilà, donc c'est un thème aussi qu'on aborde en accompagnement. Tous les thèmes là que je viens d'aborder, c'est des choses qu'on aborde dans le suivi de rééducation alimentaire que je propose. Parce que, comme je vous le disais au début de l'épisode, penser tout le temps à la nourriture, c'est juste un symptôme. Le problème est beaucoup plus profond que ça et il peut concerner plein de domaines, plein d'aspects de votre quotidien, plein de mécanismes de fonctionnement en fait qui sont mis en place petit à petit avec la nourriture. Et donc c'est important de s'adresser à toutes les facettes du problème. Donc j'ai envie de vous dire en conclusion de cet épisode, c'est pas anodin si vous avez beaucoup de pensées envers la nourriture, c'est potentiellement le signe d'un mal-être plus profond et c'est à explorer. Faut explorer les causes de ça, faut aller creuser. N'hésitez pas justement si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre un accompagnement, je vous ai mis les petits liens qu'il faut en description de cet épisode. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Encore un pas, où je diffuse beaucoup de conseils et de messages de prévention sur l'hyperphagie et les compulsions alimentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, ça me fait très plaisir, n'hésitez pas à me faire des petits retours, à me poser toutes vos questions, j'y réponds avec plaisir en message ou par mail, comme vous voulez. Et si vous appréciez mon podcast et mon travail, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous.